Il n'était qu'à 50 mètres du sommet du monde quand tout devint noir. Épuisé, aveugle et titubant dans la zone de la mort de l'Everest, la dernière ascension de Thomas Weber se transforma en l'une des tragédies les plus troublantes de la montagne. Weber n'était pas l'alpiniste le plus fort de la montagne, ni n'était là pour battre des records. C'était un homme qui avait déjà survécu à une tumeur cérébrale, qui lui avait laissé une vision qui lui faisait défaut en haute altitude, et il était déterminé à prouver que sa condition ne l'empêcherait pas d'atteindre le toit du monde. Mais l'Everest a une façon de dépouiller complètement les alpinistes. Et ce qui arriva à Weber ce jour-là exposa la ligne extrêmement mince qui existe entre l'ambition et la survie. L'histoire de Thomas Weber ne ressemblait pas à celle de la plupart qui jettent leur dévolu sur l'Everest. Des années auparavant, il avait subi une chirurgie pour enlever une tumeur cérébrale, une bataille qui l'avait laissé partiellement aveugle. Au niveau de la mer, il pouvait se débrouiller, mais dans l'air raréfié des hautes altitudes, sa vision se troublait jusqu'à ce qu'il escalade pratiquement dans l'obscurité. Pour Weber, atteindre l'Everest ne consistait pas à poursuivre la gloire. Il s'agissait de prouver que ses limitations ne le définissaient pas. Ses amis le décrivaient comme déterminé, même têtu, avec une détermination qui parfois le poussait au-delà de la raison. Et cette détermination l'emmènerait dans un endroit où peu d'alpinistes osent aller. Mais escalader l'Everest ne concerne pas seulement la force de volonté personnelle. Il s'agit de survivre dans un environnement où même la plus petite erreur peut être fatale. Et quand Weber se préparait pour sa dernière poussée vers le sommet en mai 2006, la montagne était sur le point de tester ses limites d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À la fin mai 2006, la saison de l'Everest était déjà notoire. Les tempêtes, les embouteillages et une série de tragédies avaient transformé la plus haute montagne du monde en un cimetière dans les nuages. Pourtant, pour Thomas Weber, c'était le moment qu'il avait attendu. À 8000 mètres, les alpinistes entrent dans ce qu'on appelle la zone de la mort, où le corps humain s'éteint lentement à chaque respiration. Pour Weber, dont la vue était déjà compromise, les risques étaient multipliés. Guidé par Harry Kijkstra, un alpiniste reconnu, Weber monta plus haut dans l'air qui se raréfiait de plus en plus. Au début, il semblait assez fort, se déplaçant lentement mais régulièrement. Mais plus il montait, plus sa vision commençait à s'estomper. Quand il atteignit au-dessus de 8600 mètres, il était pratiquement aveugle. Chaque pas devint un pari. Chaque appui, une question de confiance dans la voix de son guide. Les témoins se rappelèrent plus tard comment il trébuchait, instable et désorienté, perdant l'équilibre comme si la montagne elle-même l'éloignait de sa route. Malgré tout, Weber continua. Son ambition était fixée sur le sommet qui se trouvait à seulement quelques centaines de mètres au-dessus. Mais l'ambition n'a pas beaucoup de poids dans la zone de la mort. L'air était trop raréfié, son corps trop épuisé, et bientôt sa lutte contre la montagne échappait à son contrôle. Et ce qui se passa ensuite serait le moment où tout bascula. Vers 8750 mètres, Weber était à moins de 50 mètres du sommet. Pour la plupart des alpinistes, ce dernier tronçon est un rêve de toute une vie à portée de main. Mais pour lui, cela devint un mur impossible. Sa force s'était épuisée. Ses pas ralentirent jusqu'à devenir un traînement. Et puis, sans avertissement, il s'arrêta. Harry Kijkstra essaya de le guider, l'exhortant à continuer à bouger, mais le corps de Weber ne répondait plus. Il tituba sur place, incapable de trouver l'équilibre. Sa cécité le laissait complètement dépendant des voix autour de lui. Les alpinistes à proximité le décrivirent comme totalement épuisé, un homme fonctionnant avec rien d'autre que la détermination. À cette altitude, la détermination est rarement suffisante. Finalement, Kijkstra prit la décision. Il devait redescendre. Le sommet resterait intact, mais même la descente devint une lutte désespérée. Weber s'effondra dans la neige, sa respiration haletante, murmurant les mots « Je meurs ». Quelques instants plus tard, son corps céda. Dans l'air raréfié de la zone de la mort de l'Everest, il n'y a pas de seconde chance. Son guide essaya de le relever, mais la force de Weber avait disparu. Et puis, dans l'un des moments les plus glaçants rapportés sur l'Everest, il disparut complètement. Son ascension se termina juste en dessous du sommet du monde. Mais la tragédie n'était pas seulement la sienne. Elle vint pendant l'une des saisons les plus mortelles de l'Everest. Une époque qui soulèverait des questions troublantes sur pourquoi tant de gens mouraient sur la montagne. La mort de Thomas Weber ne se produisit pas de manière isolée. Le printemps de 2006 devint l'une des saisons les plus infâmes de l'histoire de l'Everest. Plus de 40 alpinistes perdraient la vie cette année-là.
beaucoup d'entre eux sur la même route du versant nord où Weber s'effondra. La montagne était devenue un couloir de souffrance où les alpinistes passaient à côté de corps gelés dans la neige. Chacun était un avertissement que peu pouvaient se permettre de prendre en compte. Ce fut une saison qui exposa la réalité brutale de la commercialisation de l'Everest. Des centaines d'alpinistes, certains expérimentés, d'autres dangereusement non préparés, s'entassèrent dans la zone de la mort, chacun poursuivant son rêve personnel. Les guides étaient débordés, les approvisionnements en oxygène étaient tendus, et les efforts de sauvetage étaient presque impossibles au-dessus de 8000 mètres. Dans ce chaos, des alpinistes comme Weber firent face à une vérité implacable. Une fois que vous échouez là-haut, très peu peuvent vous sauver. Ce qui rendit le cas de Weber encore plus troublant fut à quel point il était déjà vulnérable. La cécité dans la zone de la mort signifiait qu'il escaladait uniquement sur la confiance, chaque pas dépendant des autres. Pourtant, l'Everest n'est pas un endroit où le travail d'équipe tient toujours. Là-haut, la survie se réduit à l'individu. Les alpinistes qui passent à côté d'un homme tombé ne sont souvent pas sans cœur. Ils sont simplement impuissants. S'arrêter, c'est risquer sa propre vie. Et en 2006, ce calcul mortel se joua encore et encore. La chute de Weber dans la neige ne fut pas seulement la tragédie d'un homme. Elle devint un symbole de jusqu'où les alpinistes étaient prêts à aller, même quand la montagne avait déjà clairement indiqué qui survivrait et qui ne survivrait pas. Mais la question demeurait, pourquoi cela tourna-t-il si mal pour lui en particulier? En regardant en arrière les dernières heures de Thomas Weber, il est clair que sa tragédie ne fut pas causée par une seule erreur. Ce fut une chaîne de risques qui entrèrent tous en collision dans la zone de la mort. Le premier et le plus évident fut sa santé. Des années auparavant, la chirurgie qui sauva sa vie lui coûta aussi sa vue. À des altitudes plus basses, Weber pouvait se débrouiller. Mais sur l'Everest, où les niveaux d'oxygène tombaient au tiers de ce qui est disponible au niveau de la mer, sa vue s'estompa jusqu'à disparaître. Quand il atteignit la crête du sommet, il était complètement aveugle. Escalader aveugle à 8700 mètres n'est pas seulement dangereux, c'est presque impossible. Le second facteur fut l'épuisement. Les alpinistes dans la zone de la mort brûlent leurs forces plus vite qu'ils ne s'en rendent compte. Même les athlètes les plus sains peuvent s'effondrer s'ils poussent trop fort, et le corps de Weber menait déjà une bataille difficile. Les témoins le décrivirent comme titubant, incapable de trouver l'équilibre, et s'appuyant lourdement sur son guide à chaque pas. À ce point-là, son corps n'escaladait plus. Il se décomposait simplement. Puis vint le mal des montagnes au-dessus de 8000 mètres. Le manque d'oxygène n'affaiblit pas seulement les muscles, il embrume l'esprit. Les alpinistes prennent de mauvaises décisions, perdent leur concentration, et parfois sombrent dans le délire. Pour Weber, qui était déjà désorienté sans vision, les effets de l'altitude furent amplifiés. Il ne luttait pas seulement contre l'Everest. Il luttait contre son propre corps qui s'éteignait. Ensemble, ces facteurs créèrent la tempête parfaite. Cécité, épuisement et mal des montagnes se combinèrent dans un endroit où aucune erreur n'est pardonnée. Quand Weber murmura ces derniers mots, « Je meurs », ce n'était pas du drame. C'était la vérité brute de ce qui arrive quand la détermination humaine entre en collision avec les limites de la survie. Mais sa mort força aussi le monde de l'alpinisme à poser une question beaucoup plus grande. L'Everest lui-même changeait-il? Ou étaient-ce les alpinistes qui venaient à lui qui n'étaient pas préparés à ce qu'ils affrontaient? La mort de Thomas Weber devint partie d'une conversation plus large sur la façon dont l'Everest était escaladé. En 2000, le cas de Weber souleva des questions difficiles. Un homme à la vue défaillante aurait-il dû être autorisé à tenter l'Everest? Était-ce un acte de courage ou un pari dangereux encouragé par l'industrie même qui en profitait? Sa mort força les gens à confronter la ligne mince entre détermination et témérité. Et il ne s'agissait pas seulement de Weber. Son histoire reflétait une vérité plus large sur la montagne elle-même. L'Everest est souvent appelé l'aventure ultime. Mais en son cœur, c'est aussi un endroit où l'ambition entre en collision avec la survie. Chaque saison, les alpinistes passent à côté de corps gelés. Des rappels de ceux qui pensaient pouvoir vaincre la montagne. Des guides comme Harry Kikstra arguèrent qu'ils avaient fait tout leur possible pour Weber. Mais l'Everest ne se plie pas à l'effort ou aux bonnes intentions. Il reste un juge implacable des limites humaines. Pour beaucoup, l'histoire de Weber devint un avertissement. La preuve que l'Everest ne pardonne pas la faiblesse et que la montagne ne se soucie pas de vos raisons d'être là. Cécité,
détermination ou le rêve de se prouver quelque chose. Rien de tout cela n'importe si la montagne en décide autrement. Mais la tragédie de Weber nous laisse aussi avec une dernière question troublante. Qu'est-ce qui pousse les gens à continuer de tout risquer pour une chance au sommet? L'ascension de Thomas Weber se termina à quelques pas de la gloire. Mais c'est la façon dont il mourut, aveugle, épuisé et murmurant ces derniers mots, qui rend son histoire inoubliable. Sa mort ne fut pas seulement une tragédie singulière sur une montagne pleine de tragédies. Ce fut un rappel de ce qu'est réellement l'Everest. Pour certains, c'est le test ultime d'endurance. Pour d'autres, c'est un business dangereux où l'ambition est vendue au prix de la vie humaine. Weber vint à l'Everest non pas comme l'alpiniste le plus fort, mais comme quelqu'un déterminé à prouver que sa cécité ne le définissait pas. À la fin cependant, la montagne exposa la vérité que la détermination seule ne peut conquérir les limites de la nature. Son histoire demeure à la fois comme inspiration et comme avertissement. Le courage peut vous mener loin, mais sur l'Everest, il peut aussi vous mener trop loin. Et c'est pourquoi sa dernière ascension hante encore tant de gens. Parce qu'en son cœur, la mort de Thomas Weber nous force à poser une question qui n'a pas de réponse facile. Combien sommes-nous prêts à risquer notre santé, notre sécurité, même nos vies pour la chance de nous tenir au sommet du monde ?